de vous retrouver cette semaine encore pour votre rendez-vous de tous les dimanches et mardis à travers l'émission Free Speech où nous évoquons l'actualité nationale et internationale. Vous le savez très bien, depuis quelques jours, professeur Joseph Fifa Medjogbenou n'est plus président de la Cour constitutionnelle. Il a déposé sa démission mardi dernier. Une décision qui a surpris les Béninois qui ne s'y attendaient pas sans doute. Des analyses et spéculations vont bon train dans ce sens et relancent surtout le débat sur la prochaine destination de l'ancien ministre de la Justice. Ici, nous avons invité pour vous deux hommes des médias pour analyser et décrypter cette actualité. Et pendant qu'on y est, Yahi Boni, l'ancien président de la République, a retiré sa plainte contre l'État béninois. L'homme s'est rétracté au profit de la paix, a-t-il dit. Comment les hommes des médias perçoivent-ils cette décision de Boni Yahi? Nous allons également faire le débat. Et quand je parle de mes invités, il s'agit de deux barons de la presse béninoise. Je commence avec M. Jacques Bokor. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes rédacteur en chef de Matin Libre. C'est bien ça. C'est moi. À votre côté, le doyen qu'on ne présente plus, Eloge Gandaro. Bonjour à vous. Bonjour, chers confrères Assoba, et bonjour à tous. Vous êtes directeur de publication Le Grand Matin, c'est bien ça? Du journal Le Grand Matin. Très bien. Alors, monsieur Eloge Gandaro, vous avez sans doute suivi l'actualité de cette semaine. Il s'agit de la démission de Joseph Fifa Medjogbenou, qui est désormais ancien président de la Cour constitutionnelle. Les Béninois étaient vraiment surpris. Vous aussi, étiez-vous surpris de cette décision de Joseph Medjogbenou? Bon, ça peut vous surprendre. Je suis à la fois surpris et je ne suis pas également surpris. Et pourquoi vous n'étiez pas surpris? Je n'étais pas surpris parce que il y a quelques mois, d'accord, il y a eu des spéculations, il y a eu des informations qui ne sont pas confirmées. Moi, je trouve que tout cela est normal et qui font état de ce que, dans le cadre de la relève du pouvoir en place, ceux qui sont là, les autorités actuelles seraient en train de se préparer. Et Djogbenou a posé un certain nombre d'actes qui ont fait dire à certains que, vraiment, il a des ambitions d'être candidat. Il se pourrait qu'il soit le prochain dauphin, ainsi de suite. Je trouve tout cela normal. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas eu des positions négatives par rapport à ça, parce que je me suis dit, mais un pouvoir doit se préparer. C'est comme si vous étiez dans le secret de Dieu. Non, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je n'ai pas dit que j'ai cru que ça va être ça. Mais j'ai dit, même si cela arrivait, ça ne devrait pas être mal interprété et mal accepté. Dans la mesure, en principe, nous ne voulons pas de pouvoir éternel, mais lorsqu'un président arrive au pouvoir, il exerce son mandat, sa fonction, selon les règles constitutionnelles, selon les règles légales. À la fin de son mandat, il doit pouvoir se retirer. Mais il ne va pas partir comme un bossu. S'il a entamé un travail, il doit pouvoir se préparer, n'est-ce pas? S'il a des ambitions pour la reconquête du pouvoir, tout cela est normal. Mais il faut qu'à partir de son bilan, n'est-ce pas, et de l'appréciation des populations, ceux qui seront les électeurs dans les futurs, d'accord, il leur reviendra la décision de voter en sa faveur ou bien, de faire un vote qui favorise peut-être le candidat de la relève ou ainsi de suite. Il faut se préparer, il ne faut pas aller comme un bossu. Tout à fait. Donc, je n'ai pas dit que je crois qu'il va être candidat. Mais moi, c'est mon analyse. L'autre chose, oui, on peut être surpris parce que dans l'histoire de la Cour constitutionnelle du Bénin, il n'y a jamais eu de président qui a démissionné. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la première fois. Il y a eu une éviction. C'est le cas d'Elisabeth Poyon. Oui. Qui n'a pas fait son deuxième mandat. Mais c'est entre ses collègues de la corporation, il y a eu des problèmes autour de son statut de magistrat. Et je crois que l'ancien bâtonnier et ancien président de la Cour constitutionnelle, et Robert Dossou, a réagi. Il y a certains médias qui l'ont contacté à travers un entretien. Il a dit que non, mais que c'est de son droit. Aucune loi ne lui interdit de démissionner. N'est-ce pas? Mais que c'est une première dans l'histoire de la Cour constitutionnelle du Bénin. Je crois qu'il a dit. Donc, à part le cas d'Elisabeth Poyon, Elisabeth Poyon n'avait pas démissionné. Mais elle n'a pas pu avoir la faveur le consentement de son mandat à cause de ses collègues de la Cour constitutionnelle. Parce que même Robert Dossou a dit que le débat autour du statut de son magistrat, lui, n'était pas
pour certaines tendances, il a dit. Donc voilà en réalité, moi, mon analyse, ce que je pense de cela. Je suis surpris, mais je n'ai pas été également surpris. Tout à fait. Voilà. Merci DP, on va revenir sur le reste. Monsieur Jacques Bokor, rédacteur en chef de Matin Libre, est-ce que vous, peut-être vous direz également que vous étiez surpris, mais avez-vous compris la démarche de désormais ancien président de la Cour constitutionnelle? Oui, sur la démarche, tout de suite, je vous dirais, oui, ça pourrait se comprendre. Maintenant, par rapport au timing, on peut être surpris. C'est notre cas. Sinon, il est à 11 mois pratiquement de la fin de son mandat. Exactement, exactement. Et c'était là qu'on l'attendait. Si démission devait y avoir, ça devrait être à sa reconduction. Est-ce que Patrice Talon allait le reconduire une deuxième fois pour le maintenir au poste, peut-être sur des calculs politiques, le maintenir à la Cour constitutionnelle, l'empêcher d'aller sur le terrain? Et est-ce que Joseph Diagbenu allait accepter cette reconduction? D'où la démission pourrait intervenir. Donc, nous, on l'attendait beaucoup plus au second mandat. Mais voilà qu'il a anticipé. Il a anticipé, mais comme l'a dit le doyen, il y a eu des actes qui... Dans l'ombre, pas forcément dans l'ombre. Des gens l'ont vu sur le terrain. Et son statut récent de président de la Cour constitutionnelle ne lui permettait pas d'exprimer absolument, d'aller sur le terrain politique, de poser certains actes, de tenir des réunions. Il en a tenu, des gens l'ont vu. Et nous l'avons même mis en manchette en janvier. Pour dire quelque chose, ce misère. Voilà, pour dire que quelque chose, bon, nous, peut-être pour le titiller un peu, on a dit Diagbenu pressé de remplacer Patrice Talon. C'était la manchette du 26 janvier 2022 à Matin Libre. Donc, il posait déjà des actes et puis il participait aussi à des activités officielles. Même s'il ne prenait pas la parole, il brûlait d'envie de parler parce que Diagbenu, c'est quand même un grand orateur. C'est, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un maître de la parole. Donc, à un moment donné, il avait la démangeaison sans doute de parler. Et il a dit à la conférence de presse ou à la déclaration de presse de son laboratoire qu'était la Cour constitutionnelle. Sans doute, il a fait une analyse de l'évolution, du cours des choses. Et il a dit finalement, il vaut mieux que je jette ma robe de président pour aller maintenant au charbon. Est-ce que c'est pour ne pas manquer le rendez-vous de 2023 qu'il a vite jeté le tablier? Possible. Possible parce qu'il a dit que ça relève d'une analyse qu'il a faite en toute conscience, si on doit le paraphraser, et suivant le cours des événements. Or, quand on parle de cours des événements, ne dites pas que Diagbenu a démissionné juste pour aller prendre langue avec les populations, leur expliquer ce que la rupture leur offre simplement. C'est vrai qu'il a dit qu'il a renoncé disons, aux avantages institutionnels. Mais est-ce que Diagbenu, en renonçant aux avantages, ira simplement sur le terrain et dit, bon, voilà ce que Patrice Talon vous fait depuis 2016 et revenir s'asseoir en tant que simple ouvrier, pour ne pas le citer, dans son parti politique d'accueil, qu'est l'Union progressiste. Donc, sans doute, il a des ambitions politiques et 2023 constitue un enjeu capital. On ne devient plus candidat à la présidentielle en se levant ex nihilo, en sortant de nulle part. On a la réforme du système partisan. Surtout avec la question sur le parrainage. Parrainage, exactement. Et pour y aller, il faut prendre part le Parlement. Donc, ou carrément, même si vous ne voulez pas prendre part le Parlement, si vous êtes candidat, il faut que votre parti politique vous ouin. Donc, sans doute, il a mesuré tout ça, il a analysé, mesuré les contours. Donc, il s'y est engagé finalement. Voilà. DP, dans votre position,
Est-ce qu'aujourd'hui, si on devrait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypothèses, il peut être candidat, c'est vrai qu'il a de justesse exprimer ça. Bon, nous comprenons en tant qu'hommes des médias, mais si nous mettons l'hypothèse selon laquelle désormais il serait candidat peut-être aux prochaines législatives, est-ce que le bilan à la tête de la Cour constitutionnelle n'aurait pas un impact? Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a posé certains actes. On parle par exemple du fameux certificat de conformité. Est-ce que vous ne voyez pas que l'ensemble de ces actes posés à la tête de la Cour constitutionnelle pouvaient avoir un impact, que ce soit négatif ou positif, sur peut-être sa carrière politique qu'il veut continuer désormais? Tout à fait. Parce qu'il a des ambitions, c'est clair, il a des ambitions politiques. Il a dit, parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas continuer par nous rester dans le camp des confusionnistes. Vous me le dites quoi par là? Oui, je voudrais dire par là qu'on pense que, bon, c'est parce qu'il a des problèmes avec le président de la République. Entre-temps, il y a eu des différends, il y a des problèmes, il a démissionné pour rompre avec le chef de l'État, ceci, cela. Non. J'ai dit, nous ne pouvons pas affirmer. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais allons avec des hypothèses. D'accord? Faisons des analyses objectives. Tout à fait. C'est ce que je veux. Nous ne pouvons pas affirmer. Moi, je ne peux pas affirmer aujourd'hui que il a démissionné parce que vraiment, il veut être le prochain candidat à la présidence de la République, il veut être le président du prochain Parlement, ceci, cela. Non. Nous ne pouvons que poser des hypothèses. Si quelqu'un dit, c'est parce que il sera candidat aux prochaines législatives, et probablement parce qu'il a l'ambition de devenir plus tard le président de l'Assemblée nationale, il faut poser des hypothèses. Il ne faut pas rejeter ça, c'est une hypothèse. Ce n'est pas encore une vérité. D'accord? Ça peut changer demain. Si quelqu'un dit non, mais plutôt, il y a d'autres opportunités qu'il vise, et ainsi de suite. Par exemple, lorsque les informations commençaient par cycler, et lorsque nous avons appris que lui-même, au lendemain de sa démission, il va organiser un point de presse. Un point de presse pour évoquer les raisons. Vous avez vu, lors de la conférence de presse, il a dit qu'il veut retourner à la politique. Que l'expérience qu'il a faite en renonçant à la politique, ça lui a permis de comprendre un certain nombre de choses, qu'il a pu accomplir, réaliser la mission pour laquelle il a été président de la Cour constitutionnelle, et que maintenant, vraiment, il a compris que l'action réelle, c'est sur le terrain, c'est sur le chantier, et qu'il veut redevenir ouvrier, n'est-ce pas, ouvrier du chantier politique. Que le vrai travail, l'action véritable, c'est sur le terrain. Donc, il n'a pas caché. Et ensuite, il a dit qu'il retourne à sa famille. Et que la famille en question, que c'est l'Union progressiste. Tout à fait. Et qu'il souhaite que l'Union progressiste l'accepte. Et qu'il s'engage, qu'il est prêt à accomplir toute mission, toute autre mission qu'on lui aurait confiée. Donc, c'est clair. Mais dans ce cas précis, on a déjà il a été président de la Cour constitutionnelle. Oui. Bon, je crois que, en tant que, comme l'a dit, les actes posés autres là, il ne peut pas s'attendre à ce que les 11 millions de Béninois ou plus l'applaudissent et disent que c'est bon. D'accord? Bon, également, ceux qui le critiquent et ceux qui ont des choses à lui reprocher ne peuvent pas s'attendre à ce que tous les Béninois, dans leur majorité, disent que c'est mauvais. Donc, il est évident qu'il n'y a pas de mission parfaite. Certainement qu'il y a des erreurs, certainement qu'il y a des choses, des insuffisances qu'on peut lui reprocher. Mais je crois que lorsque véritablement on a des ambitions et on veut se donner les armes pour aller loin, pour réussir, on se dit que à partir de mes acquis, ce que j'ai comme acquis et qu'on peut apprécier à sa juste valeur, je vais maintenant essayer de faire le reste sur le terrain. S'il y a des insuffisances, s'il y a au niveau de l'électorat, dans le futur, il y a des choses qui sont préparées, il y a des thèmes de campagne, ceci, cela, pour le démonter, il devrait se préparer en conséquence. Et moi, je dis que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a démissionné actuellement. Moi, dans mes analyses, je dis, mais il aurait pu attendre la fin de son mandat. Mais qui va... La fin de son mandat, c'est sûr qu'il va dépasser les législatives. Les législatives, donc si nous restons dans l'hypothèse, si nous prenons l'une des hypothèses, qui est qu'il sera probablement candidat, qui va nous ménager sa monture, on n'attend pas la veille pour se préparer. Il faut se retirer très tôt pour que là où tu as des acquis, tu puisses les vanter, les mettre en valeur d'une manière ou d'une autre au sein de ta famille politique, et que là où il y a des insuffisances, et que tu sais que probablement, bon, il y aura des gens qui vont lever la hache pour te faire tomber, tu puisses également commencer par te préparer et voir comment les affronter. Merci, Monsieur Louj Gandaro. Voilà. Monsieur Jacques Bokor, sur la même question, est-ce que vous gardez de bons souvenirs à la tête de cette institution par Joseph Diogbenou? Non, bon.
Pas moi forcément. Bon, nous allons surfer un peu sur ce que disent les populations. Voilà, ce que dit l'opinion nationale. Je pense que forcément, si Joseph Diogbenou descend dans l'arène politique, qu'il a laissé d'ailleurs, parce qu'il a quand même été un acteur politique, président de parti, enfin de mouvement politique, Alternative Citoyenne. Il devait même prendre part à l'élection présidentielle de 2016. Sans doute qu'il s'est éclipsé au profit de son mentor, si on peut dire ainsi. Exactement. Donc, s'il revient, il a même été élu député Union fait la Nation avant d'être reconduit à l'avènement de Patrice Talon, et puis après il a été nommé ministre de la Justice. Donc je pense que le terrain politique, on peut dire qu'il en a un peu connaissance. Et qu'il a désormais les armes nécessaires pour ce moment vide-là. Et il sait que le terrain politique, ce n'est pas des cacahuètes qu'on distribue aussi facilement. C'est comme la guerre. Comme l'a dit l'ancien chef de l'État, Yahya Boni, il dit qu'il ne savait pas qu'il était venu dans un marigot, il y avait des crocodiles et des caïmans. Donc, Yahya Boni doit s'attendre à en recevoir des coups, et à en donner, sans doute. Vous avez parlé de son bilan et de ce que l'homme a laissé peut-être comme image dans l'opinion, comme héritage. Donc, il a travaillé sur ça. Et je pense que je l'ai déjà dit, Joseph Diogbenou a joué sur deux tableaux. C'est-à-dire réussir à faire accepter la rupture, à faire accepter les actions du gouvernement, parce qu'il est désormais simple militant, engagé, et puis il a fait accepter également sa propre image. Vous voyez, parce que, qu'on le veuille ou non, les électeurs, les potentiels électeurs garderont de lui, que c'est lui qui a dit au thème, enfin, à la faveur de la révision de la Constitution, que désormais ce serait la ruse et la rage, que c'est lui qui a inventé le certificat de conformité, beaucoup de choses. Il a également renoué même avec cette descente sur le campus qu'il a laissé depuis un moment, parce qu'on se rappelle encore, c'est Joseph Diogbenou qui a traîné avec Atanassou, Marie-Odile, Patrice Talon, le candidat sur le campus. Est-ce que depuis 2016 que l'élection a été un acquis, est-ce qu'ils sont repartis encore là-bas? Donc, il a travaillé à polir tous ces angles-là, désormais. Donc, je pense que... Est-ce qu'il aura désormais les armes nécessaires? Parce que c'est là la vraie question. C'est vrai qu'il y a un vide entre-temps, un vide pour occuper la Cour constitutionnelle. Il est resté à l'écart, il est resté pratiquement neutre pour observer ce qui se passe sur la scène politique. Est-ce qu'aujourd'hui, il va réussir à s'intégrer directement dans cette arène politique-là en même temps? Oui, c'est déjà de travailler à faire taire les éventuelles dissensions qu'il pourrait avoir dans sa propre formation politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de pôles, des gens qui ont des ambitions, il y a de petits groupes, nous ne leur ont pas. Et au sein de la même formation politique. Au sein de la même formation politique. Et ça viendra de là. Et c'est pourquoi je vous parlais tantôt de caïmans, de crocodiles, de serpents et autres. Donc lui-même, c'est qu'il marchera sur des œufs. Et s'il veut aller loin, il doit ménager forcément sa monture. Il doit réunir autour de lui les différentes tendances. Et je pense que il s'y est engagé tôt. On ne dira pas que c'est tard. Parce que s'il a des ambitions pour 2026, on ne dira pas que c'est trop tard. Donc il a encore au moins 3 ans devant lui pour concilier peut-être les points divergents. Voilà. Donc il a joué sur tous ces tableaux. Mais les armes dont vous parlez, je pense que l'une des armes et qu'il a à son actif, c'est déjà qu'il sait convaincre, enfin, il a le verbe. Pour y aller, je l'ai dit, est-ce qu'on dirait un beau parleur ou bien un maître de la parole? Il sait que sur le terrain politique, il y a peut-être un bilan. Il doit beaucoup plus compter sur sa propre force. Absolument. Et si c'est prendre la parole en public,
même sans préparer un discours. Mais est-ce que ça suffit? Justement, j'y arrive. Donc, sur ce point, pour lui, c'est peut-être une force. C'est déjà une force pour Joseph Diogbenou. Maintenant, la politique étant ce qu'elle est, une jungle, et je pense qu'il a peut-être compris, et c'est pour ça, dans la perspective de la démission, ou en prélude à la démission, vous avez vu, il a multiplié des contacts avec des anciens présidents de Parlement et l'actuel, qui sont par ailleurs des acteurs politiques et ou de sa formation politique. Donc, sans doute qu'il sait là où il va, et espérons qu'il réussira à convaincre, puisque le problème n'est pas nous le faisons canaliser, et même peut-être faire de la consultation par ailleurs. Donc nous le faisons canaliser. On attend ce que le terrain doit... Exactement, absolument. C'est le terrain qui commande. Tout à fait. Monsieur Eloge Gandaro, vous qui parlez tout à l'heure peut-être d'une hypothèse où peut-être il peut se présenter pour les législatives de 2023. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de sa propre formation politique, peut-être dans sa circonscription électorale, peut-on dire que les cartes seront redistribuées désormais? Quelle est sa circonscription électorale d'abord? L'ancienne circonscription électorale. La 16e, parce que les données ont changé. Et je peux dire même dans la 15e. Donc, les données ont changé tout le temps qu'il a fait à la Cour constitutionnelle. Donc, ce n'est pas réservé pour lui. Et avec la candidature de Luc Atropo, on sait désormais qu'on peut quitter une autre ville même pour venir compétir ailleurs. Donc, voilà. Tout dépend de la stratégie à mettre en œuvre et puis des acquis sur le terrain. Parce que vous savez que pendant que lui est président de la Cour constitutionnelle, d'autres occupaient déjà il y a eu des élections, il y a eu des campagnes électorales, tout ça. Certains qui sont sortis de l'ombre, qui sont sortis du néant, mais ont pu quand même avancer sur le terrain avec des résultats qui ont montré qu'ils ont aussi une certaine influence politique. Donc désormais, on doit tenir compte de ça. Malgré que ce n'était pas le bastion. C'était le bastion. En quelque sorte. Voyez-vous, donc les résultats des dernières municipales communales, les résultats de la présidentielle avec les campagnes, tout ceci et cela. Donc, je crois que c'est des données dont on doit tenir compte. Et puis aussi, n'oublions pas que le capitaine du bateau, il est toujours là. Le maître, alors Patrice Talon est là. Je suis d'accord avec mon confrère Boko qui dit tout à l'heure, mais qu'il y a des tendances. Ne pensons pas que c'est toujours la cohésion. Ce que nous voyons apparemment, mais dans l'ombre, mais il y a on tire les ficelles. On peut prendre le cas de Luc Atropo qui en tout temps absolument était heurté à des résistances, mais finalement... Exactement. Et dites-vous, je ne vous coupe pas la parole, et dites-vous que depuis que cette démission est intervenue, si vous avez, je ne sais pas si vous avez fait l'exercice, appelez les cadres, les membres de l'Union fait la Nation et demandez-leur l'Union progressiste et demandez-leur une quelconque interview ou leur avis. Vous sentez qu'ils étaient contents, qu'ils sont contents? Non, les gens ne veulent pas s'exprimer, ils ne veulent pas parler. C'est comme s'ils sont mécontents, c'est ça? Moi, je pense qu'on est méfiant. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne maîtrise pas trop le plan qui est en train d'être exécuté. Qu'est-ce qui se prépare? Les gens ne veulent pas s'aventurer sur un terrain. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas content? Est-ce que c'est parce qu'on est pro-X ou pro-Y et Z vient bouleverser tout? Les tendances. Voilà, les tendances. Donc, il y a peut-être ces aspects qu'il ne faut pas ignorer. Et je pense que lui-même, comme nous l'avons dit en tant qu'acteur politique désormais, il sait tout ça. Voilà. Et l'autre question qui vient souvent à l'esprit, par rapport aux spéculations, ou déjà quand vous lisez les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on ne devrait pas prendre ça en compte, mais quand même il faut tabler sur ça pour faire les analyses. D'aucuns pensent déjà que Joseph Diogbenou devrait passer par l'Assemblée nationale et être, pourquoi pas, président de l'Assemblée nationale pour revenir peut-être en 2026. Si tel est le plan, est-ce qu'aujourd'hui l'opposition doit-elle craindre ce qui se passe aujourd'hui sur ces spéculations-là? Non, vous avez dit des spéculations qui peuvent se révéler, n'est-ce pas? Et des informations vraies. Absolument. Pour le moment, nous devons prendre tout ça avec beaucoup de réserve. Oui, avec beaucoup de Ceux qui disent, vous venez de parler de l'Assemblée, mais certains pensent déjà encore plus loin et qui disent que non, que bon, c'est le défunt du président Patrice Talon. Est-ce que nous avons le droit aujourd'hui de dire que c'est la vérité? Nous devons prendre tout ça. Ce n'est pas impossible, mais nous devons prendre tout ça avec
beaucoup de réserves. Parce qu'en politique, ça peut changer à tout moment. On peut vous surprendre avec un candidat qui vient de très loin. Aujourd'hui, à part Djobénou, je crois qu'il y a quelques semaines, quelques mois, on a parlé de Ouaddaï. Tout à fait. Je crois qu'il a un entretien au niveau de Radio France Internationale et ils lui ont posé la question pour dire, mais écoutez, les gens disent que c'est toi qui remplaces le président Talon, que tu seras son successeur, tu seras son dauphin. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Pour dire que pour le moment, ce qui le préoccupe, c'est ça, c'est la mission. La mission qu'on lui a confiée, c'est son travail, le faire efficacement et avoir de bons résultats. Maintenant, si, à travers son travail, des opportunités s'offrent, il n'a pas dit qu'il sera candidat, va remplacer le président Talon, mais il dit, mais que s'il y a des opportunités qui, à cause de sa performance, à cause de la qualité du travail qu'il a fait, à cause des succès qu'il a eu, s'offrent, qu'il verra, qu'il va arriver. Donc, écoutez, tout ça là, c'est des spéculations. Mais on peut faire des analyses en disant, bon, si tel est tel cas, c'est possible qu'il soit candidat. Et que le processus et que l'objectif, c'est qu'il devienne président de l'Assemblée nationale. Mais tout cela n'est pas fait sans l'avis du président de la République. Oui, mais monsieur tout à l'heure, il a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Il a été reçu à une audience par le président de la République avant sa démission. Donc, ils ont échangé. Est-ce que, comme l'a dit le président, comme l'a dit l'ancien président Robert Dossou de la Cour constitutionnelle, ce système, c'est un système pensé. C'est pensé. Tout est prévu. Ce n'est pas un hasard. C'est ce que Robert Dossou a dit. Oui, tout à fait. Peut-être que ça rentre dans un registre et il veut dire globalement que est-ce que ce n'est pas une stratégie qui est en train d'être peaufinée, que ce n'est pas un hasard. Tout est en train d'être préparé pour que on atteigne un objectif. Mais est-ce que l'objectif, moi je ne peux pas le dire maintenant, que c'est lui qui va devenir le succès du président Talon, c'est lui qui sera le président de l'Assemblée nationale et qui va conduire le procès jusqu'au bout. Je ne peux pas le dire, mais on peut poser des hypothèses. On peut poser des hypothèses, mais Eloge Ganao, je suis toujours avec vous parce que si vous suivez correctement quelques voix de l'opposition, c'est comme si ça craint, c'est comme si c'est un plan qui se déroule de façon normale, que ce plan est en train de pouvoir être mis en place pour peut-être écarter déjà l'opposition très tôt pour l'élection, par exemple, 2023. Moi, je ne veux pas. Est-ce qu'on ne devrait pas donner raison à cette opposition, non, je ne vais pas donner raison pour ça. Pourquoi? Il peut avoir des inquiétudes, mais pas avoir des inquiétudes que c'est un plan pour écarter l'opposition. Ils doivent se préparer. Lorsque vous pensez qu'il y a une stratégie qui est mise en place, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà un pouvoir, le président annonce qu'il finit son second mandat et qu'il dépose les armes conformément à la Constitution. Il a dit, mais peut-être qu'il se prépare, qu'il prépare sa relève. C'est normal, ce n'est pas interdit. Mais comment veut-on que le président, qu'il se tait, qu'il croise les bras? Des présidents ont été, des anciens chefs d'État ont été surpris ici parce qu'ils pensaient qu'ils étaient maîtres du terrain. Ils n'ont pas eu le second mandat. Bon, il y a d'autres qui l'ont fait avec beaucoup de retard. Vous êtes d'accord avec moi que le cas du ex-président Boni Yayi, vous avez vu, même avant l'élection, on a su que Lionel Zinsou, le candidat des FCBE, n'était pas accepté de tout le monde au sein du groupe qui a entouré Boni Yayi. On n'a pas eu le temps d'aplanir les divergences. Or, normalement, le président Boni Yayi, à l'époque, sachant qu'il n'y a pas de troisième mandat, vraiment, avec les acquis, le travail qu'il a fait sur le terrain, il devait préparer un dauphin. Vous êtes d'accord avec moi? Et faire en sorte qu'il y ait une unanimité, la cohésion autour de celui-là. Mais j'ai comme l'impression, comme beaucoup de Béninois, que, excusez-moi, le candidat Lionel Zinsou est venu tomber comme, je ne sais pas... Un cheveu dans la soupe. Un cheveu dans la soupe. Et certains n'ont pas eu ce que certains pensaient tout bas, d'autres l'ont dit tout haut. Et vous avez vu les conséquences des résultats. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Si même on pense aujourd'hui que ce qui se passe avec Djobénou, c'est déjà un plan qui est enclenché, un processus qui a été mis en œuvre pour permettre au président Talon de préparer quelqu'un qui puisse prendre sa relève. Mais c'est tout à fait normal. Mais au niveau de l'opposition, je crois qu'il ne faut pas dire que, non, nous nous inquiétons, on veut faire des magouilles, des manœuvres. Non, il faut qu'ils se préparent pour dire, ce que nous sommes en train de voir là, c'est une stratégie pour qu'ils puissent reconquérir le pouvoir. De notre côté également, peaufinons notre plan, donnons-nous les armes pour faire en sorte que ce candidat-là, si à l'avenir, Djobénou était effectivement candidat, nous puissions évidemment, avec nos arguments, avec nos thèmes de campagne, nous puissions le combattre et que nous puissions gagner les élections. Donc le problème n'est pas de polémiquer, de spéculer pour dire non, on l'a pris Djobénou est venu parce qu'on veut empêcher l'opposition. Non, ils n'ont qu'à se préparer. Maintenant, si, je dis si, parce que Djobénou a démissionné et
veut rentrer dans la politique, on se rend compte que les élections, les conditions qui doivent, parce qu'on ne va pas aux élections comme ça, il y a des lois qui peuvent il y a des critères qu'il faut respecter. Il faut respecter. Si cela n'est pas respecté, et comme le dit l'opposition maintenant, s'il n'y aura pas d'élection inclusive, ils auront, comme ils sont en train de se préparer, c'est bien qu'ils commencent très tôt, au lieu de laisser à la fin dire, ah non, nous n'allons pas participer, nous allons boycotter ceci, cela, non. Ils n'ont qu'à se réveiller, se préparer, et ne pas seulement se faire des idées, faire des procès d'intention. Il est question pour l'opposition, maintenant, avec les expériences passées, de se préparer pour dire, quel que soit le schéma qui va être présenté, quelle que soit l'option que la mouvance au pouvoir va faire, qu'ils veuillent reconquérir le pouvoir, qu'ils veuillent vraiment trouver un successeur de talent en la personne de Djobenu de Wadaini, nous allons nous préparer et avec la population, nous pensons et nous croyons que nous allons vaincre. Voilà ce qu'il faut dire au lieu de s'inquiéter pour eux. L'inquiétude n'est pas une arme pour gagner. Tout à fait. Jacques Bokor, vous partagez les mêmes avis. Est-ce que c'est une occasion pour l'opposition aujourd'hui de se préparer et non de s'inquiéter? Absolument. C'est une occasion pour elle de se préparer parce que, comme on le dit en langue fond, lorsque le serpent vous mord une fois, il faut craindre le ver de terre. Absolument. On ne peut pas laisser quelqu'un vous taper sur les testicules plusieurs fois. Vous en avez été victime une fois et vous voulez vous exposer encore une deuxième fois et une troisième fois, une quatrième fois. Ce qui est bien au niveau de la rupture, et puis les acteurs de l'opposition aussi doivent le savoir, que la rupture n'est pas venue pour écouter les jérémiades, les plaintes, complaintes, ou accéder facilement aux exigences d'une opposition donnée. La rupture a son agenda qu'elle déroule. Et ce qui est même bien, je dirais, c'est que voilà un tireur de pénalty qui vient devant le gardien de but et lui dit, gardien, c'est ici que je veux jouer mon pénalty. Et après, effectivement, il joue là et il marque. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de se préparer. Il y a lieu de se préparer. Et prochainement, s'il vous dit c'est là que moi je vais jouer, ça veut dire que vous anticipez. Je suis sur le côté. Mais qu'est-ce que on fait? J'ai l'impression que bon, on lutte un peu et ça prend, ça s'éteint après, on s'assoit, on oublie tout et à la veille, on se réveille. On se réveille. Quand c'est comme ça, la chance ici, c'est que les rumeurs nous disent déjà ce qui devrait se passer. Ce qui pourrait se passer. Ce qui pourrait. Elles sont dans l'hypothèse. Ce qui pourrait se passer. Et c'est que si on doit suivre un certain nombre de faits, on peut dire ce qui devrait se passer ou ce qui doit se passer. Parce qu'on a donné le cas du maire Topo, on l'a pointé du doigt, on dit, lui là, il serait le prochain maire de Cotonou. Je le ramène de Boycon. Et ça n'a pas raté. On y est allé avec les artifices qu'il faut. Quand ça ne voulait pas marcher, on est allé à l'Assemblée nationale, on a pris des lois et on a ceinturé tout, déposé dans le fauteuil. Ici aussi, on a commencé à agiter ça dans l'opinion. Qu'est-ce que l'opposition doit faire? Normalement, elle doit s'organiser, comme on le voit ailleurs, dans d'autres pays. Je veux mon regard. Mais ici, il y a même plusieurs types d'opposition. Et c'est l'avantage même du pouvoir qui surfe là-dessus. C'est comme si l'opposition est saucissonnée en quelque sorte. Oui, sorte. Et le pouvoir aussi en profite. Parce qu'il y a une opposition qui pense qu'on ne doit pas aller à ces législatives, même si bon, le pouvoir vous agite que les élections seront inclusives, que c'est un piège. On n'ira pas aux élections tant qu'on ne révise pas les lois, tant qu'on ne libère pas, les détenus, enfin, dits politiques,
il apparaît qu'il n'y a pas de détenus politiques. Bon. Mais on peut se faire l'analyse ici. Voilà. Tant que ceux qui sont à l'extérieur, on appelle exilés, ne reviennent au pays. Il y a cette opposition. Tant qu'on ne participe même pas, on n'organise pas un dialogue. Des assises. Des assises. Mais l'autre dit, mais moi je ne vous écoute pas, je continue, je déroule mon agenda. Il y a l'autre opposition qui estime qu'il faut y aller. Si déjà les élections seront inclusives, nous estimons que nous sommes populaires et que la tendance est l'opposition dans l'opinion. Maintenant, il y a l'autre opposition qui ne se prononce même pas du tout. En résumé, l'opposition n'est pas aujourd'hui unie. Et donc, on ne devrait pas se faire sur l'arrivée de Djokbenou pour prendre ça comme prétexte. Voilà, donc, est-ce qu'il ne faut pas s'organiser et anticiper et barrer la route à l'attaquant qui s'en va, qu'on voit aller, qu'on voit foncer vers le but. Donc, si nous restons là, on va se faire mordre une 4e fois. Législative 2019, communale 2020, présidentielle 2021. Législative 2023 peut-être. J'espère que l'opposition à l'écoute de suite va s'organiser. Cher confrère Assoba, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi je dis ceux qui seront dans une démarche rationnelle, objective, c'est ceux-là qui ont fait l'expérience déjà et qui ont su que boycotter pour boycotter ou s'accrocher à des exigences pour ne pas aller aux élections, quelque part, des fois, ça vous porte préjudice, vous perdez. Dans la mesure si aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, si les démocrates disent, bon, écoutez, nous avons dit qu'il faut ceci, cela, les conditions là, il faut réviser le code électoral. Vous voyez, nous sommes à quelle date aujourd'hui? On ne pourra même plus. Tant que le code électoral n'est pas révisé, nous n'irons pas aux élections. Vous croyez que en janvier prochain, l'Union progressiste, le Bloc républicain et autres, là, vont dire, bon, comme les démocrates sont découragés et il n'y a pas eu code, bon, nous-mêmes, nous laissons. Vous croyez ça? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont laisser le champ libre et nous risquons d'avoir encore à l'Assemblée ce qui crée là. Le même schéma. Le même schéma. Donc, ils ont compris. C'est pourquoi l'opposition qui fait le procès aux démocrates qui dit, mais comment ah non, c'est des manœuvres, vous ne pouvez pas y aller. Non. Les démocrates ont fait une certaine expérience. Ils ont dit, écoutez, si nous faisons ce choix-là, ça veut dire que nous laissons encore le terrain au parti de la mouvance. Et qui vont gentiment s'accaparer et prendre leur chose. C'est la loi qui est tombée dans le ciel. Ils ne vont pas se plier. C'est un débat. Objectivement, de manière réaliste, il vaut mieux y aller, n'est-ce pas? Surtout que c'est devant tout le monde que les autorités, le chef de l'État et autres, là, ont dit, mais écoutez, nous allons faire l'effort pour que les conditions favorables soient clés pour qu'il y ait une élection inclusive. Tout à fait. Il ne faut pas dire, écoutez, c'est pas vrai, c'est faux. Non, attendez que ça ne soit pas ça. Tout à fait. Sur la question de la démission de Joseph Djokbenou, le poste est vacant aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Le poste de membre, c'est vrai que le vice-président joue désormais l'intérim. Alors on devrait avoir une succession quand même. Voilà. Des spéculations toujours, c'est vrai. Désormais, c'est ça au Bénin. On part de là pour découvrir les réalités. On agite aujourd'hui un nom en la personne de maître Adrien Humbedji. Et aussi, il y a certains faits peut-être qui donnent raison à ceux-là qui agitent son nom. C'est maître désormais qui s'est inscrit au barreau. Est-ce que vous pensez que c'est un plan également qui se déroule là, pour qu'il soit désormais peut-être le successeur de Joseph Djokbenou dans une hypothèse, c'est possible. Dans l'une des hypothèses. Parce qu'il remplit les conditions. Il remplit les conditions. Et à cet âge-là, voyez-vous, ça peut se prendre, mais personne n'aurait pensé que maître Adrien Humbedji aujourd'hui va encore retourner au barreau, n'est-ce pas? Il est rentré dans la politique il y a longtemps. C'est comme si la stratégie était mise en place depuis. C'est possible. Dans les rencontres en question de Djokbenou avec des autorités, Djokbenou, l'ex-président de la Cour Djokbenou a rencontré Adrien Humbedji également. Donc, et voilà que le président Humbedji, aujourd'hui, il a de la mouvance présidentielle, vous le savez très bien. Il a rencontré aussi. Ils ont échangé, ils ont discuté avant l'audience du président Talon. Donc tout cela, c'est des éléments qu'on peut prendre en compte.
Quand je parle, je dis, je n'affirme pas. On est tellement d'accord. D'accord, oui. Mais dans l'analyse également, on peut dire, mais le président me dit, 3 mandats à l'Assemblée nationale, avec son âge, peut-être jusqu'à 80 ans ou plus, est-ce que, bon, il voudrait encore aller à la Cour constitutionnelle parce qu'il a fait plus que ça. Il a été président de l'Assemblée nationale plusieurs fois. Ouais. Deuxième personnalité de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, il accepte encore d'être nommé président de la Cour constitutionnelle? On a quand même des présidents dans ce pays qui sont devenus maires. Tout est possible. C'est pourquoi il dit que je ne veux pas rejeter cela. C'est possible. Mais comme je ne suis pas dans le secret des dieux, peut-être que tout cela, c'est apparent. Et que, contre toute attente, à la dernière minute, nous voyons le président de la République nommer une autre personnalité. On dit, ah, ça va être une surprise. C'est pourquoi quand je parle toujours avec réserve. Je ne veux pas affirmer comme certains. Parce que certains ont affirmé il y a quelques jours pour dire que Diogbénou, sa démission là, c'est parce qu'on veut le nommer à la cour, juge à la cour de justice de la CEDEAO de l'UMOA, je ne me rappelle plus. Mais aujourd'hui, ceux-là ne parlent plus. Parce qu'il a donné une conférence, il dit, ah, lui, il veut retourner à l'UP. D'accord? Bon, on attend maintenant qu'il soit nommé au niveau d'une cour pour dire que ça confie ce qu'ils ont dit. Pourquoi quand je dis que dans une analyse objective, il faut toujours émettre des réserves. Tout à fait. Maintenant, lorsque vous avez des éléments, n'est-ce pas, palpables, probants, des preuves qui vous permettent d'affirmer, dites-le, mais avancez les preuves. Voilà. Monsieur Jacques Boko, est-ce que vous voyez ce schéma à venir, mettre Adrien Mbedi à la tête de la Cour constitutionnelle prochainement? Oui. Avec le schéma qui se dessine. Les analyses, c'est quoi? Ce sont des éléments qu'on met bout à bout. Des faits. Voilà. Des propos. Exactement. Et vous êtes parti sur une piste donnée. Pourquoi? C'est maintenant que Maître Adrien Mbedi juge nécessaire de repartir au barreau, alors qu'il fut quand même un temps d'hibernation. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait en temps? Et c'est maintenant qu'il le fait. Oui, c'est possible, c'est plausible que, même si c'est l'Assemblée nationale qui avait désigné Diogbénou, c'est possible que Maître Adrien Mbedi soit désigné, que ce soit lui qui occupe prochainement le fauteuil. Pour les 11 mois restants peut-être. Exactement. Et peut-être qu'on va le reconduire à partir de 2023 pour la prochaine mandature. Peut-être moyennant son parti politique dans la balance. Comme l'UDBN. L'UDBN, il a fallu que sa présidente soit nommée à l'Institut national de la femme pour que l'UDBN disparaisse dans le BR. Peut-être que si ça se réalisait, on pourrait dire peut-être que le PRD ne participera pas aux législatives prochaines ou bien acceptera désormais de fondre dans l'UP. Ce n'est pas exclu. Et puis, deuxième hypothèse, certains ont même fait capture d'écran de la page Facebook. Il a changé son profil. Mais pourquoi ça? Après la démission de Joseph Diogbénou. Juste après ça. Il était entre Patrice Talon et Joseph Diogbénou. Voilà, est-ce que c'est... Donc, quand même, on a interprété, on a le président de la République, voilà, le prochain président de l'Assemblée nationale, le prochain président de la Cour constitutionnelle. Est-ce que ce ne sont pas... C'est pas une succession de faits qui se réalisera. Donc, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Mais, je rejoins mon cher aîné, Loge Gandaro. Pour moi, c'est vrai, tout est possible en politique. On a vu l'ancien président de la République, Feu Hubert Maga, qui a été sage de la Cour constitutionnelle sous Mathieu Kérékou. Ancien président de la République. Donc, moi, c'est possible que Adrien Mbedi accepte de passer du titre. C'est vrai que la présidence de la Cour constitutionnelle, c'est une fonction de prestige. Mais dans l'ordre de préséance, je pense que c'est quand il a quand même été la deuxième personnalité. Et Noï en via. Bon, c'est vrai. Et économiquement, c'est ça. Voilà. Donc, ce n'est pas exclu. Il se peut qu'il accepte. Je ne sais pas ce que le deal rencontre chef de l'État, ancien président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est dans ce cadre que ça a été décidé, peaufiné. Voilà. Donc, tout est possible, ce n'est pas exclu. Attendons les prochains jours pour voir clair ce qui est sûr. Ce qui est sûr, nous analysons ici. Et puis
Patrice Talon étant aussi un maître de la politique, il peut surprendre parce que les bruits ont tellement couru, le bruit a tellement couru, les rumeurs ont couru, donc peut-être qu'il peut changer de carte. Et dit maintenant, bon, je brouille tout, et voilà. C'est comme en 2021, au moment où on devrait choisir le vice-président. Exactement. Où à la dernière minute, on a été surpris de voir tout est possible. Une femme. Voilà. Il peut dire non, je revois mes cartes et merci beaucoup, chers confrères, chers aînés. Nous allons aborder la dernière ligne droite de cette émission. Il s'agit de Boni Yayi, l'ancien président de la République. Comme le poste aussi peut rester vacant. Hein. Oui, tout à fait. Pendant les 11 mois. Parce qu'on l'a vu avec la démission de Dako. D'un autre membre. L'ancien... Il a été aussi conseillé également où on n'a pas trouvé un remplaçant jusque-là. Merci beaucoup, M. Jacques Bokor. Je le disais, nous allons parler cette fois-ci de l'ancien président de la République, M. Boni Yayi, qui s'est rétracté, je l'ai dit dans mon introduction, à la Cour de justice de la CEDEAO face à la plainte qu'il avait mise entre-temps contre l'État suite à son assignation en griffe à résidence pendant environ 52 jours. Est-ce que vous, en qualité d'homme des médias, vous avez compris cette démarche-là de l'ancien président de la République? Le retrait? Le retrait. Oui, vous savez, on était, sinon que nous sommes avec l'actualité de l'ancien président ces derniers temps. Exactement. Nous étions où nous sommes dans un processus. On parle de décrispation de la tension politique. De la situation sociopolitique. Après la présidentielle 2021, ramenons la balle à terre. Et pour la première fois, en septembre 2021, les deux ennemis d'hier se sont... Les deux ennemis politiques. Exactement. se sont enfin vus. On a entendu les déclarations. Ah oui, cette rencontre, je la voulais depuis, heureux de vous voir, tout ça là. Donc, ils se sont dit des choses auxquelles nous n'avons pas eu droit. On a eu une déclaration qui a demandé libération des détenus politiques et ça s'est arrêté là. On n'était pas au fait même des échanges. Donc, le président Yayi Boni nous a livré une bribe. Et ce n'est que plus d'un an après qu'il y a une nouvelle rencontre. Et il se sent maintenant obligé de révéler les dessous de la première rencontre. Pourquoi? C'est comme si la promesse n'avait pas été tenue en quelque sorte. Exactement. Et avant ça, pourquoi Yayi s'est senti obligé de révéler tout ça? Parce que normalement ça relève d'un secret de couvent. Ça a été discuté entre deux acteurs. Normalement, l'opinion ne devait pas avoir droit à ça. Mais il s'est senti accusé. Parce que même dans son propre camp politique, les gens disaient que c'était pour l'éloigner de la politique. Qu'on l'a envoyé comme médiateur en Guinée. Donc, les chefs d'État de la CEDEAO, y compris Patrice Talon, veulent l'envoyer du pays, le sortir du pays pour qu'il colle certainement la paix à celui qui est là. Donc, c'est comme s'il est allé monnayer son retrait en échange à la nomination au poste de médiateur. Donc, sans doute, il s'est dit, bon, écoute, il faut quand même que je m'explique maintenant pour que les gens comprennent. D'où il dit, non, ma décision de retirer était déjà dans les coulisses. Maintenant, ce faisant, s'expliquant, c'est qu'il, comme nous l'avons titré aujourd'hui, il met la pression à Patrice Talon, en quelque sorte. Parce que, il dit, lui, il a retiré sa plainte pour participer au processus de paix. Qui, normalement, ce retrait doit contribuer à la libération des détenus politiques et à l'organisation du dialogue politique. Sans oublier le retour des exilés. Donc, moi, j'ai joué ma partition. Le reste, allez voir du côté de Patrice Talon. Donc, désormais, moi, je pense que Yayi Boni dit là que lui, il a joué sa partition dans ce processus de paix. Le deal que nous avons eu, voilà, moi, j'ai obtempéré, mais Patrice Talon, jusque-là, continue de garder le suspense
allez voir de son côté. Donc, si les Aïvo, les Madougou, les Ougouali et consorts sont encore en prison, les Koutier, les Sébastien, ce n'est plus moi. Donc, allez vous en prendre à Patrice Talon. Et le Gandaro, c'est vrai que le rédacteur en chef de Matin Libre a dit tout à l'heure, en substance, ce que Boni Yaya a dit juste après ce retrait. Il dit, je peux encore, juste paraphraser, j'ai décidé de retirer mes plaintes pour contribuer au processus de la paix, devant aboutir à la libération de tous les prisonniers politiques, le retour des exilés et l'organisation d'un dialogue politique inclusif pour l'avenir de notre patrie commune. Voilà, et tout en substance ce qu'il a dit. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'acte qu'il a posé, la suite serait vraiment favorable? C'est-à-dire pour tout ce qu'il a dit. Je ne suis pas aussi pessimiste. Parce qu'aujourd'hui, je vois très peu de Béninois qui se lèveront, qui diront nous sommes contre la paix. Nous sommes contre le dialogue. Nous sommes contre la réconciliation, je ne pense pas. Tout acte et toute démarche allant dans ce sens-là, je crois que ça doit être applaudi par tous les Béninois. J'accepte en partie ce que mon confrère vient de dire, mais ce que je veux ajouter, c'est que si Boni Yaya a retiré sa plainte, il y a eu des commentaires, il y a des spéculations autour. Mais lorsqu'il est venu expliquer et donner les raisons, je crois que ça va faire taire certaines polémiques et certaines mauvaises interprétations. Parce que ce que Yaya Boni a dit, moi, de mon avis, ne va pas totalement en faveur du président Talon. Parce que moi, ça permet aux gens de comprendre que sa démarche, ça va dans le sens de la paix. Je ne l'ai pas fait par opportunisme. Je ne l'ai pas fait par intérêt personnel. C'est ce que le président Yaya a voulu faire comprendre. Et ça permettra également à l'opinion publique de comprendre que, mais il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je suis d'accord avec mon confrère que tout le monde n'a pas été libéré. Mais lorsque vous êtes dans un processus, il a dit en 2020 qu'il a discuté avec le président Talon. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce qu'il faut que le lendemain, s'ils sont 50, s'ils sont 200 en prison, ils soient tous libérés, que Madou soit libéré, tout ça? Surtout que c'est une affaire qui a été portée devant la justice. Là, c'est trop facile. Hein. Ceux qui ont volé au niveau de l'État, tout ça là, et qui ont volé des milliards, tout ça, et qui ont été jugés, bon écoutez, pour la paix, il faut les libérer. Ça ne peut pas se faire comme ça pour des affaires pour la justice. C'est quand même vous comprenez un peu que Joseph Tabéon a été libéré. Vous savez que ceux-là ne sont pas des amis et des partisans du président Talon. Vous comprenez que Routondi Alexandre a été libéré. C'est quand même des poids lourds. Il y a également des détenus qui ne sont pas moins influents, qui étaient dans le cadre, qui sont gardés en prison et qui ont été déjà libérés. Donc, disons que quand même, ne jugeons pas de la mauvaise foi du président de la République. C'est parce que les prévoits comme les Madougou, tout ça là, il y a les possibilités de grâce présidentielle, de amnistie, tout ça là. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Moi, je suis pessimiste. On est quand même exactement. Je pense que je suis tout à fait d'accord. Et nous ne faisons que dire la même chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut que nous y allions. Et à travers plusieurs actes, nous avons compris que en situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, surtout quand il s'agit des situations politiques, on a vu des gens comme Bertin Korovi rentrer au pays. Et Tawes, le colonel, il est rentré. Et c'est après que des décisions de justice sont sorties. On a vu Blaise Compaoré, mandat d'arrêt, condamné à perpétuité, il est allé au Burkina Faso, il a fait quelques heures. Mais pourquoi la justice ne l'a pas arrêté? Ça veut dire que la chose est possible. D'où il faudrait que nous y allions. Moi, je voudrais, si le chef de l'État peut profiter de ces 62 ans d'indépendance, le 31 juillet prochain, pour que nous ayons une fête, une belle fête, sur notre... peut-être les trois chefs d'État côte à côte. Absolument, sur notre avenue 4x2, boulevard de la Marina, avec l'inauguration de la statue, hein, tous les fils et filles du pays. Est-ce que ce n'est pas beau? Je pense que ça ne coûte pas grand-chose. Merci. L'État en a les moyens. Merci beaucoup, Jacques Bokor. On est pratiquement à la fin. Hein. On a même dépassé l'heure. Merci beaucoup. On savait qu'avec les confrères, il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir fait le déplacement, d'avoir opiné sur l'actualité. On va vous retrouver très prochainement quand l'actualité va nous obliger à vous inviter encore. Merci une fois encore et bon retour chez vous. Chers téléspectateurs fidèles de cette émission, c'est la fin. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Free Speech, la parole libre. À bientôt.